On est parti. Bonjour Facebook. Voilà, vous pouvez faire coucou, vous êtes filmé. Et si je la connais, Marie Frédériksson, il a mis son casque. Alors, vous pouvez mettre votre casque. Non. Comme ça, si vous parlez en dehors de micro, vous entendez que vous êtes, que les gens vous entendent. Le son est par là. Je sais pas, enfin par là. De Noël sous la direction musicale d'Annick Vanacopoulos. Renseignements au 06 89 46 96 Ça me décoiffe. Sinon, rendez-vous directement sur place le dimanche 15 décembre en l'église Saint-Joseph sur la commune d'Enghien-les-Bains à 15h. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Enghien. Et voilà, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Bar de l'économie. Bienvenue dans notre émission. Rejoignez-nous sur Facebook en vidéo live, page Bar de l'économie si vous le souhaitez, et bien sûr toujours l'AFM si vous êtes en voiture par exemple, ou si vous êtes à votre bureau, et bien l'ordinateur, internet, la web radio sur IDFM 98. Alors aujourd'hui nous allons parler communes, nous allons parler de différentes lois, nous allons parler de différents projets et puis nous allons aussi parler de sociétés de portage salarial. Et pour cela j'accueille tout de suite Daniel Fargeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Andilly, village de 3000 habitants et puis vous êtes aussi le président de l'Union des maires du Val d'Oise. Alors ensemble on commentera l'actualité si vous voulez bien et puis nous parlerons aussi de la loi engagement proximité pour les maires, des pouvoirs de la police, de la réorganisation de la DGFIP, de la mise en œuvre des maisons de France Service et puis côté Union des maires, eh bien, vous nous direz un peu, on fera le bilan de cette année de première mandature. À vos côtés, eh bien, Romain Souillard, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Embarque, une société de portage salarial qui a été créée en 2017. Donc on verra avec vous la création de cette start-up et puis qu'est-ce qu'apporte bien sûr le portage salarial puisque de plus en plus de jeunes notamment veulent travailler pour leur propre compte. Donc c'est très important. Vers 10h, nous rejoignons Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui reçoit Sophie Bessis, journaliste, historienne franco-tunisienne, qui publie un livre, Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, aux éditions Taillandier. Et donc la question c'est, le découpage du Maghreb reprend-il les cadres de l'histoire européenne? Ça c'est pour 10h. Mais tout de suite, comme d'habitude, les infos du jour. Alors la première porte sur le projet de la réforme des retraites. Le bras de fer avec les partenaires sociaux continue. On s'attend à une galère dans les transports au moins jusqu'aux vacances scolaires. Et j'espère que ça ne durera pas jusqu'en 95, puisque les syndicats, je vous l'ai déjà dit, ont 5 semaines pour tenir sous le coude. Ils peuvent financer les grévistes jusqu'à 5 semaines. Alors, pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, a annoncé qu'il était toujours dans le camp des opposants. Je rappelle qu'Édouard Philippe doit s'exprimer aujourd'hui à midi pile, mais il a dit « Ce n'est pas parce que je fais un discours que les manifestants vont cesser, car je ne fais pas faire de grandes annonces. » En tout cas, 339 personnes étaient dans la rue ces jours derniers. 10 lignes de métro sont toujours fermées aujourd'hui et 50% des bus et des trams ne fonctionnent pas. Alors, dans ce projet de loi, vous le savez bien, c'est la retraite par points, un régime universel. L'un des arguments phares a été, soi-disant, plus de justice pour les femmes. Alors, qu'en est-il? Eh bien, j'ai pris 3 points et on va les détailler ensemble ce matin. Les majorations liées à la maternité. Aujourd'hui, la naissance ou l'adoption d'un enfant donne une majoration de 4 trimestres attribuée
à la mère avec un choix pour 4 autres, soit donc 8 trimestres au total, mais les 4 autres peuvent être soit pour elle, soit pour le père. En bonus, les mères et les pères de 3 enfants voient leur pension majorée de 10%. Chaque parent bénéficie de cette mesure. Et bien après la réforme, une majoration identique de 5% par enfant dès le premier enfant sera instaurée. L'attribution à l'un ou l'autre des parents sera librement décidée par le couple. Ce que ça change, eh bien, les 2 parents ne bénéficieront plus que de 5% au lieu des 10%, et seul donc pour l'un des 2 parents. L'âge d'équilibre change également car il est fixé à 64 ans, enfin ça c'est le projet, en 2025 avec une décote de 5% pour chaque année de retraite prise avant cet âge. Or, 79% des femmes demandent leur retraite avant 64 ans, donc la plupart des femmes sont donc perdante sur ce point. Deuxième mesure que j'ai prise, eh bien, c'est les règles sur les pensions de reversion. Aujourd'hui, les femmes sont bénéficiaires de ce dispositif 9 fois sur 10. Dans le régime de base du privé, si leur mari décède, elles peuvent toucher une pension à partir de 55 ans, sous condition de ressources, bien sûr, c'est-à-dire avoir moins de 20 000 € de revenus bruts par an. Dans le régime complémentaire AGIC-ARCO, actuellement, une veuve peut bénéficier, ou un veuf, peut bénéficier à partir de 55 ans d'une pension de réversion égale à 60% de la retraite complémentaire du salarié ou du retraité décédé. Alors après la réforme, quel projet, qu'est-ce que ça change? Eh bien, une personne veuve conservera 70% des droits à la retraite dont bénéficie le couple, soit la somme des 2 retraites. Aucune condition de ressources ne sera imposée, mais l'âge auquel pourra être versée cette pension de reversion est fixé à 62 ans et non plus à 55 ans, donc l'État gagne 7 ans. Que va-t-il se passer pour une femme qui élève ses enfants et qui aurait 56 ans, par exemple? Eh bien, elle ne fait plus partie des bénéficiaires, donc cette disposition ne sert pas toutes les femmes. Autre exemple que je prends, c'est le futur minimum retraite. Aujourd'hui, il existe le minimum contributif qui permet d'améliorer toutes les petites pensions, à ne pas confondre avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui s'élèvera à 903 € au 1er janvier 2020. Donc ce minimum contributif est pour celui qui a le nombre de trimestres requis, soit s'il a l'âge de 67 ans pour les générations nées à partir de 1955. Aujourd'hui, il faut savoir que plus de 4,8 millions de retraités touchent le minimum contributif, soit 980 € par mois. Après la réforme, le projet dit le dispositif unique de minimum de retraite garantit un niveau égal de retraite à 85% du SMIC net pour la réalisation d'une carrière complète, même effectuée à revenu modeste. Les femmes pourront le toucher à partir de 64 ans plutôt qu'à 67 aujourd'hui, à condition d'avoir suffisamment cotisé, c'est-à-dire 43 ans par exemple pour la génération de 1973. Je rappelle qu'il a été dit que les minima de retraite seront relevés de façon à garantir 1 000 € net par mois pour les assurés ayant effectué une carrière complète. Donc cette disposition-là servira bien les femmes. Alors Daniel Fargeau, vous êtes maire d'Andilly, président de l'Union des maires du Val d'Oise, mais vous êtes aussi expert comptable. Que pensez-vous de ce projet de retraite qui mobilise donc les partenaires sociaux et les Français à hauteur de 69% qui sont toujours contre ce projet? Écoutez, très clairement, cette question de la retraite, de la réforme de la retraite, et je préfère parler de solutions à envisager plutôt que de problèmes. Il faut avancer. Je crois qu'il est important pour les générations futures de pouvoir contribuer aussi à la solidarité des personnes qui ont travaillé auparavant et aussi de pouvoir estimer et anticiper leur propre retraite. Alors aujourd'hui, il y a 2 problèmes qui se posent, notamment en termes de table de mortalité. Il faut en parler, effectivement. La longévité est toujours plus importante. On gagne, je crois, un trimestre tous les ans de vie supplémentaire, donc une année tous les 4 ans. Donc il va falloir financer à terme ces régimes de retraite, puisqu'on démarre souvent plus tard dans la vie active et on vit beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, nous avons des actifs qui travaillent peut-être un petit peu moins, enfin qui démarrent moins vite qu'à une certaine époque, et nous vivons beaucoup plus longtemps. Donc effectivement, il y a un vrai problème, et je crois qu'il faut reconnaître à ce gouvernement que cette réforme de la retraite était indispensable.
On en parle depuis des années, on a eu des améliorations, mais aujourd'hui, il nous faut effectivement progresser et avancer vers un régime que l'on appelle aujourd'hui, le gouvernement souhaiterait un régime universel, à point avec des transitions progressives. Je pense qu'effectivement, vous le savez très bien, il y a un régime général et des régimes spéciaux. Alors ces régimes spéciaux, pour la plupart, sont en déficit et sont compensés par le régime général, et d'autres, parmi eux, sont très positifs et font l'objet d'une manne financière qui est de l'ordre de 130 milliards, certains disent 160 milliards, on ne sait pas trop. Donc il faut essayer de composer avec cet ensemble, mais néanmoins c'est un vrai paradoxe aujourd'hui pour le gouvernement de se dire comment faire. Alors il y a quand même deux actions, il y a l'action du temps et l'action financière. L'action du temps, je viens d'en parler, les régimes spéciaux devront rentrer dans le régime universel, pour ma part, au fil du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est évident. Et après, il y a un régime d'ordre, il y a une particularité d'ordre financier, c'est de pouvoir compenser certains régimes et augmenter aussi notamment les fonctionnaires. Donc une charge supplémentaire, un coût supplémentaire pour l'État. Et l'État voyait d'un bon oeil de pouvoir aussi récupérer les fonds excédentaires de certains régimes spéciaux, des régimes indépendants, et de se dire avec ces 130 ou 160 milliards d'euros, ça va nous permettre aussi de pouvoir financer une partie de cette réforme sur la retraite. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Pour moi, le gouvernement aujourd'hui est face à une épreuve de force. Notre Premier ministre va-t-il lâcher du lest? Je n'en suis pas si sûr, même s'il a déjà commencé à parler de ces transitions progressives, et c'est bien naturel pour casser un petit peu les grèves aujourd'hui que nous subissons les uns et les autres, même si je peux comprendre que ces grèves doivent intervenir par rapport aux personnes qui bénéficient de régimes spéciaux et qui avaient signé des contrats de travail à l'époque, en se disant je partirai moi plutôt à la retraite, ou je pourrais bénéficier d'un régime de retraite plus conséquent une fois que j'aurai terminé ma carrière. Mais aujourd'hui, nous sommes tous dans la solidarité, on entend la solidarité partout, donc je crois qu'il va falloir quand même penser à unifier tous ces régimes de solidarité pour que chacun soit sur la même longueur d'onde. Donc il va falloir être tous solidaires, c'est ça que vous voulez dire. Et donc pour vous, il faut faire ce projet de réforme. Mais c'est indispensable, Merci Daniel Fargeon. On va poser la question à Romain Souillard. Romain Souillard, vous faites partie de la génération pour laquelle sera appliqué ce régime. Est-ce que ça vous parle, la retraite, vous qui êtes tout jeune, puisque vous avez 30 ans à peu près? C'est vrai que personnellement, la retraite, c'est pas pour tout de suite. Mais de par mes fonctions et la société qu'on a développée, on est obligé de connaître un petit peu le fond de la réforme et ce que ça va apporter. Sur le fond, comme toute personne de mon âge, plutôt cartésienne pour notre génération, on a bien compris que le régime actuel, les cotisants ne permettaient plus de financer les futurs retraités. Donc on a bien compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, il fallait le réformer. Après, en France, réformer, c'est pas facile, et c'est bien pour ça que je suis content de ne pas être politique à ce moment-là, parce que c'est toujours très difficile. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement des gens qui seront un peu moins avantagés par cette réforme. Il y aura des modifications, mais on ne pouvait pas continuer comme ça, mathématiquement, mécaniquement, c'était pas viable. On ne peut pas aller dans le mur et continuer à être borné par rapport à certaines choses. Après, je peux comprendre aussi que c'est une réforme qui va toucher aussi des personnes qui avaient potentiellement signé pour certains acquis sociaux et qui vont peut-être perdre un petit peu. Et ça, c'est terrible. Et je peux le comprendre parce que c'est parfois des personnes qui ne sont pas forcément très avantagées financièrement. Et j'ai envie de dire encore une fois, mais ça c'est un petit peu la remise en ordre, la remise en marche, sans mauvais jeu de mots, du système. Et effectivement, s'il faut passer par là, ma génération l'a bien compris. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit plus compliqué. De toute façon, on sait qu'on a un problème sur les retraites depuis 1980 et aucun gouvernement, même celui de Mitterrand, même celui de François Hollande, n'a voulu s'y attaquer de peur de ces grandes grèves comme en 95. C'est bien ça, Daniel Fargeon? Absolument. Il est bien de dénoncer l'hypocrisie des pouvoirs successifs, des gouvernements successifs. Et moi, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés parce que vous êtes mon capital retraite. Hein. Merci beaucoup. Mais effectivement, alors... on peut aussi se poser la question de ce régime à répartition, de répartition, puisque c'est cela, hein, on est dans la solidarité. C'est ça la différence, c'est le régime universel ou le régime par répartition. Alors, nous serons toujours dans la répartition, puisqu'il existe aussi des régimes
par capitalisation, oui. mais c'est un choix différent. Et ce régime de répartition aujourd'hui a atteint ses limites. On s'en rend bien compte par rapport à tout ce que nous venons de préciser. Et c'est pourquoi il faut effectivement réformer. Et comme vous l'avez dit à juste titre, il est très difficile dans notre pays de passer à autre chose, de vouloir réformer. Et moi, je salue malgré tout la volonté de ce gouvernement d'aller jusqu'au bout. Alors nous sommes aussi dans la communication, il faut le savoir. Donc j'attends avec impatience le discours de notre Premier ministre pour connaître un peu mieux les tenants et les aboutissants. Vous avez peut-être entendu Alain Richard à ce micro lundi, le sénateur du Val d'Oise, qui nous disait que le gouvernement risque effectivement de moduler sur les régimes indépendants pour que ça se fasse plus en douceur. Donc on verra, attendons midi, oui, la surprise sera levée. Alors, merci à tous les deux. Juste à dire un dernier point, si vous parlez des régimes indépendants, il faut savoir aussi que les taux de cotisation entre les différents secteurs ne sont pas les mêmes. Entre un salarié, un indépendant, bon, alors là aussi, il faut savoir quand même que les retraites sont conséquentes par rapport aussi aux cotisations versées et aux taux de cotisation appelés. Donc on ne peut pas avoir les mêmes retraites si nous n'avons pas les mêmes régimes. Donc il faut unifier là encore cette ligne sur les bulletins de salaire notamment ou pour les régimes indépendants de cotiser sur les mêmes valeurs. Alors Daniel Fargeau, puisque vous parlez de ça, oui ok, mais on voit aussi qu'il y a des régimes privés qui sont très bien gérés, donc les régimes indépendants, et les régimes publics qui ne sont pas très bien gérés. Donc finalement, qui récompense-t-on, le vice ou la vertu ? Mais écoutez, c'est la bonne question, hein. Bien sûr, je ne serai pas là pour y répondre, mais effectivement, c'est l'histoire des vases communicants. Alors, il y a toujours des gagnants et malheureusement des perdants. Voilà, merci beaucoup pour votre commentaire. Allez, deuxième info du jour, on va partir dans les Smart Cities. Vous savez bien que régulièrement, je vous en parle. Une application mobile unique à Dubaï réunit le public et le privé. Elle s'appelle Dubai Now et elle réunit tous les services du gouvernement sur une même plateforme, a indiqué le PDG de l'agence gouvernementale Smart Dubai. Plus de 88 services sont actuellement accessibles sur une application unique. Pour conduire une voiture, par exemple, vous devez d'abord obtenir un permis. Les leçons sont données par le secteur privé, mais le permis est délivré par le gouvernement. Elle est donc sur cette plateforme. Vous pouvez acheter une voiture auprès d'un vendeur, mais vous devez l'enregistrer auprès d'une entité gouvernementale. Ce service est sur la plateforme. Pour prendre un crédit, vous devez solliciter une banque. Et pour assurer le véhicule, vous devez contacter une assurance. Eh bien, la banque et l'assurance sont sur cette plateforme. Vous pouvez signer des contrats de vente de biens ou des actes de propriété. Et ces signatures numériques sont déjà reconnues par les instances légales de la ville. Dubaï est en train d'étendre cette plateforme au secteur privé et de numériser donc les services du secteur privé après avoir numérisé les services du public. D'ailleurs, l'application a récemment dépassé la barre du million de téléchargements. Bien sûr, ça n'est pas une obligation, mais tous ceux qui veulent peuvent l'utiliser. 2 de ces utilisateurs expliquent qu'ils ont accès aux tribunaux de Dubaï, aux services de l'immigration, aux factures d'électricité et d'eau, aux contraventions, au parking. Ils disent que c'est très simple à utiliser et que l'on peut s'en servir depuis la maison ou depuis son travail. On peut aussi voir les places disponibles dans un parking le plus proche de là où on va. On peut payer toutes ces factures et ces abonnements, ce qui évite de les recevoir par mail ou par courrier. Mais qui a accès à toutes ces données et comment sont-elles protégées ? Eh bien ça, c'est un gros souci auquel doit répondre bien sûr la ville. La gestion de ces données est bien sûr très encadrée. La ville a investi 1,7 milliard d'euros dans la construction de réseaux électriques intelligents en plus. Les pertes en électricité ont été réduites de 3,3%. Des milliers de consommateurs ont installé des panneaux solaires sur leur maison pour une capacité totale d'environ 106 MW. Ils sont reliés au réseau national et l'électricité produit un excédent qui est revendu à l'autorité car le réseau électrique intelligent doit répondre lors des pics de la consommation. Mais le fait de donner le surplus d'électricité à l'autorité réduit le montant des factures des particuliers pour ces foyers qui donnent bien sûr. Voilà, il reste donc un petit exemple d'une ville qui commence à se mettre en Smart City. Daniel Fargeau, ça fait rêver. Écoutez, oui, je verrais très bien en Smart City. Alors la seule problématique que je pourrais rencontrer, c'est
c'est le milliard 7 qui va me faire défaut pour devenir Smart City. Néanmoins, trêve de plaisanterie, je crois qu'effectivement ce sont des exemples qu'il nous faut retenir dans l'avenir, et ce grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent aujourd'hui et encore plus demain de proposer ce genre de solutions. Et au niveau de l'Union des maires du Val d'Oise, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue vendredi dernier, monsieur le préfet qui était présent a annoncé à nos côtés, et nous travaillons sur ce plan-là, de pouvoir apporter des solutions supplémentaires pour les administrés, notamment pour les cartes nationales d'identité et les passeports, puisque je sais que c'est toujours un gros problème, c'est toujours au dernier moment qu'on s'aperçoit que la date de validité est expirée. Donc pour prendre rendez-vous dans une mairie ou pour aller c'est toujours très, très difficile. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une solution via l'Union des maires et proposer à l'ensemble de nos collègues maires du Val d'Oise cette solution qui permettra de prendre rendez-vous, donc de faciliter la prise de rendez-vous sur ce genre de choses, un petit peu comme en médecine avec l'application Doctolib. Vous voyez, vous mettez sur votre smartphone ou sur votre site internet, enfin sur Internet, et vous allez vous-même composer et chercher votre prise de rendez-vous. Ça, c'est quand même un plus. Et nous souhaitons effectivement, avec les partenaires tels que la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et puis les maisons France Service dont vous avez évoqué dans l'ordre du jour, un certain nombre d'applicatifs et d'applications en règle générale pour essayer de regrouper l'ensemble de ces services et permettre aux administrés de leur faciliter la tâche au quotidien. Oui, ce qui est intéressant dans l'exemple de Dubaï, c'est que tout est sur une même plateforme. On n'a pas besoin d'aller dans 36 plateformes. Alors l'avancée que vous venez d'annoncer pour la carte d'identité et les passeports, quand pourra-t-elle avoir le jour Elle existe au jour d'aujourd'hui. Il faut simplement que les maires soient volontaires pour aller chercher cette application. Il y a un tout petit coût pour les mairies, mais enfin c'est vraiment un abonnement annuel, c'est quelque chose une somme modique, et je pense que c'est un élément supplémentaire à proposer dans le service public pour avoir un service public de qualité au sein de nos communes. Donc là, pour Andilly, vous allez le faire voter, j'imagine, l'année prochaine. Absolument. Merci beaucoup, Daniel Fargeot. Donc les habitants d'Andilly ont de la chance d'avoir cette future application. Autre info du jour, les femmes sous pilule présentent une différence spectaculaire dans leur cerveau. L'hypothalamus, région du cerveau qui régule notamment l'appétit, le sommeil ou la libido, est plus petit chez les femmes qui prennent une pilule contraceptive, selon des chercheurs en radiologie. Telle est l'info que j'ai apprise du centre de recherche Gross Magnetics Resonance de l'Université de médecine d'Albert Einstein à New York, aux États-Unis évidemment. Cette observation pourrait expliquer certains effets secondaires de la pilule contraceptive, puisque l'hypothalamus produit des hormones et contribue à réguler des fonctions corporelles, comme celles que j'ai indiquées donc tout à l'heure. Mais ça modifie également les cycles de sommeil ou encore les rythmes cardiaques. Pour leurs travaux, les chercheurs ont fait appel à 50 femmes en bonne santé, dont 21 prenaient la pilule, mais l'étude ne dit pas sur combien de temps. D'autres études sur un plus grand nombre des femmes sont nécessaires pour valider ces résultats. Mais en tout cas, je voulais vous l'annoncer car cela peut expliquer certaines choses, notamment, comme dit l'étude, certaines femmes qui ont une colère, qui sont un peu plus coléreuses, et d'autres qui ont des symptômes dépressifs. Là aussi, ça joue. Voilà. Mais en tout cas, l'étude n'a révélé aucune corrélation significative entre le volume hypothalamique et les performances cognitives. Donc, on est autant intelligente qu'avant. Dernière info du jour. On est rassurés. Merci Daniel Fargeot. Autre info du jour, Sanofi qui a annoncé il y a quelques jours son intention de mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires dans le cadre d'un grand plan de réorganisation en 3 grandes entités commerciales globales. Le groupe pharmaceutique est français, je vous le rappelle, et son nouveau directeur général est Paul Hudson. Et donc, il a expliqué ses priorités à Cambridge, dans le Massachusetts, car il veut faire 2 milliards d'économies d'ici 2022 et table sur une marge opérationnelle de 30%, puis de 32% en 2025. Ces nouvelles économies viendront s'ajouter à un objectif de réduction des coûts de 1,5 milliard d'euros qui a été atteint. La fin de la recherche sur le diabète marque un tournant stratégique de l'entreprise, car ils ont dominé le marché avec l'insuline pendant près de 20 ans, avant de perdre des brevets et de subir un recul des ventes. Voilà pourquoi ils ont fait cette annonce.
Le groupe a annoncé également l'acquisition d'une entreprise californienne, la société de biotechnologie Syntorx, pour 2,5 milliards d'euros. 2,26 milliards d'euros, renforçant leur présence dans le domaine des traitements contre le cancer. Allez, on termine nos infos du jour avec la chronique santé. On va rejoindre les entretiens médicaux d'Anguin. Bonjour Jean-Claude, on va parler aujourd'hui du sport et des seniors. Bonjour Jean-Claude Durousseau. Attends. Ça arrive dans quelques minutes. On a un petit souci technique, mais ça va nous faire du bien de faire un peu de sport. Pour l'instant, on va mettre ça, parce que pour moi, c'était Boniface, là. Pourtant, j'avais mis un. Ah non? Peut-être pas, je sais pas. Attends, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu nous as mis comme musique? Là, c'est Roxette, là. Qui? C'est Roxette. Attends, c'est bon. Non, mais laisse la musique, ça laisse. On la fera après. Cool. Oh, cool. J'avais calé Boniface Roxette, à la place. c'est qui, là, comme groupe? Roxette. Et le titre? Listen to your heart. Écoute ton cœur. Je le refais. Voilà. C'est avec la chanteuse décédée? Elle est morte. Elle est morte? Ouais. Ah bon? Ouais, 61 mois. Voilà. Ah ouais. Bon, pas de retraite. Moins de cotisation. Bah, Si je te balançais Boniface, ça faisait génération. Non, c'était pas mal. Je préfère encore merder que de passer Non, à Boniface. musique tout de suite, jingle et musique dans ces cas-là. Je vais pas. Ça a toujours été comme ça. C'est pas grave. Dit de répartition, donc de solidarité. Bien sûr, mais ça me dérange pas par contre. Après, c'est vrai que je comprends les gens Comme qui il sont faut que je fasse arrivés. du montage pour cet après-midi Mais pour après, papy. je s'est trompé aussi je salue encore. aussi le courage du gouvernement parce que moi Est-ce que tu étais déjà dans les montages là? Ah bah oui, parce que ça, pour 16h cet on a eu après-midi, des gouvernements de complaisance successifs qui ont eu leur mandat et n'ont pas fait grand-chose. Là, on est quand même dans la communication aussi, puisque le président s'était engagé à réformer leur. parce que si Francky n'a pas le fichier, Quand il arrivera en il 2022, peut pas je l'ai monter fait, ses sauf que rien ne sera encore Dès qu'il y en a un qui se applicable, trompe, puisqu'il y a bah, une transition qui va prendre des années. C'est pour ça que je parlais du temps et de l'argent tout à l'heure. Ça va prendre 30 ans, cette réforme. Bah oui. Je pense que Voilà. là, Mais il fallait l'engager. il faut le faire. Faut l'engager. De ne rien faire, je pense que c'est le meilleur moyen de. Oui, effectivement, on va avoir une belle cote de popularité, mais c'est pas ça que. Donc on va passer la chronique santé, on va y retourner là. On passe la chronique santé, après je te fais pas de pause, j'interroge tout de suite Daniel, parce qu'il faut qu'on soit dans notre timing quand même. Bon, Allez, on y retourne. exceptionnellement. Ouais, c'était un hommage à Marie Fredriksson, qui est la chanteuse du groupe Rockette que vous venez d'entendre, car malheureusement elle est décédée et vous venez d'entendre Listen to Your Heart. Alors là tout de suite, eh bien, voici la chronique santé. Cette fois, on rejoint Jean-Claude Durousseau sur le sport et les seniors. Bonjour Jean-Claude. 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le sport, y compris pour les personnes âgées. Alors, je suis avec Karine Noran. Vous êtes spécialiste sport santé et santé au travail. Pourquoi les personnes âgées doivent faire du sport? Pourquoi c'est important? C'est hyper important pour garder la forme et maintenir tout simplement l'autonomie. Et que bien évidemment, si on va faire des exercices de cardio, de renfo et d'équilibre, il y a tout un aspect aussi de prévention, notamment par rapport aux chutes. Donc c'est très très important. Et On peut dire aussi qu'il y a énormément de spécialités qui recommandent le sport. Les cardiologues recommandent le sport. Les spécialistes des maladies neurodégénératives recommandent le sport. Enfin bref, tout le monde recommande le sport aux personnes âgées. voilà, donc Ou au moins une activité physique modérée. voilà, il faut faire de l'activité physique. Par contre, bien évidemment, au regard de l'individu, il faut tout simplement l'adapter. Moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui se mettent des freins au regard des activités physiques. On peut tout faire, mais il faut tout simplement adapter par rapport à l'individu et il faut aller voir des gens qui Alors, sont... quel conseil on donne aux personnes âgées? Eh ben, aux personnes âgées, je dirais déjà, vous pouvez faire de la marche, c'est très important. On peut faire aussi du bungee pump, c'est-à-dire des bâtons... Avec des bâtons qui rebondissent. Voilà, des bâtons de marche nordique avec élastique. Ouais. On peut aussi faire tout ce qui est natation, du vélo. Voilà, à la limite, moi je dirais, on peut tout faire pour faire travailler l'aspect cardio.
Et aussi, ce que vous avez cité, ça fait travailler la synchronicité et l'équilibre, c'est ça? Oui, alors c'est important aussi de travailler la souplesse chez les personnes âgées, parce que quand on avance dans l'âge, on a une tendance à devenir de plus en plus raide. Et plus on est raide, moins on fait des exercices et plus on va être raide. Donc vraiment, il faut travailler la souplesse et également tous les exercices d'équilibre. C'est très très important pour effectivement prévenir notamment les chutes. Donc il y a tout un tas de petits exercices de proprioception, qu'on appelle, de la prise de conscience du corps dans l'espace à faire avec les personnes âgées. Vous n'avez plus aucun prétexte. Allez, tous au sport. Merci Jean-Claude Durosso. Voilà, tous au sport. Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Romain Souillard, cofondateur d'Embarque, et de Daniel Fargeot, maire d'Andilly et président de l'Union des maires du Val d'Oise. Alors, Daniel Fargeot, vous avez commenté l'actualité. Peut-être on peut continuer avec la loi engagement proximité pour les maires. Alors, est-ce une avancée? Est-ce qu'on redonne vraiment le pouvoir au maire? Remettons le maire au cœur de sa ville. Voilà, c'est effectivement remettre le maire au cœur de sa ville, pardonnez-moi. Et ça, c'est une volonté aussi du gouvernement, et notamment du ministre des Relations avec les collectivités, M. Sébastien Lecornu, qui a souhaité, dans le cadre de ce projet de loi, justifier une crise de l'engagement sans précédent au niveau des maires. Effectivement, on entend souvent dire qu'un maire sur deux ne se représentera pas lors des prochaines municipales. Alors pourquoi? Pour un certain nombre de raisons, bien évidemment, et notamment par rapport à son autorité et à ses pouvoirs. Il faut, au jour d'aujourd'hui, renforcer les pouvoirs des maires et renforcer aussi leur autorité en confortant les moyens d'action, les mettre qui sont mis à leur disposition. Alors pour ce faire, il faut aussi revenir un petit peu à la genèse de cette histoire, tout simplement parce que vous avez vu qu'au mois d'août, nous avons un maire à Signes qui est décédé suite, il a voulu intervenir sur un dépôt sauvage. Et les dépôts sauvages, c'est une problématique que nous connaissons aussi énormément. Partout en France, mais partout beaucoup en France, Val d'Oise. Et dans le Val d'Oise. Alors j'avais encore une réunion, pas plus tard que la semaine dernière, avec le conseil départemental, un certain nombre d'élus et les autorités judiciaires de notre département, un atelier sur les initiatives rurales concernant les dépôts sauvages, afin qu'on puisse coordonner les actions les uns avec les autres pour une sanction plus efficace. Il est très compliqué aujourd'hui de pouvoir combattre ces dépôts sauvages. Alors effectivement, on peut avoir des mesures coercitives, d'amende administrative, et ça fait partie aussi de la loi engagement et proximité qui est à l'étude aujourd'hui, mais nous pouvons aussi, je pense, trouver des solutions. Je vais juste en dire deux mots parce que c'est important que tout le monde soit un peu informé de cette problématique. En fait, il faut quand même aussi rappeler que ce projet de loi était pour assouplir la loi NOTRe à l'origine. Tout à fait. C'est bien ça. Oui, absolument. Il y a eu un assouplissement de la loi NOTRe. Donc pour en revenir à ces dépôts sauvages, aujourd'hui n'importe qui va déposer un peu partout sur notre territoire, et je le connais aussi sur ma commune puisque nous avons 2/3 de la surface qui est en espace boisé ou en espace naturel. Donc il est toujours désagréable de voir un petit dépôt sauvage par des artisans indélicats, je serais tenté de dire, ou de faux artisans aussi pour la plupart. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il? Pour les individus, pour les particuliers, il est possible d'aller déposer nos déchets dans des déchetteries qui appartiennent à des syndicats de collecte, d'enlèvement et de valorisation de nos déchets ménagers. Sauf qu'aujourd'hui, les professionnels n'ont pas la possibilité de le faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils font payer bien sûr leurs clients pour la mise en décharge des gravats en règle générale, mais néanmoins, ils encaissent les sommes, ils encaissent les factures de leurs clients, et pour la plupart, enfin pas pour la plupart, mais pour un certain nombre, je ne peux pas généraliser non plus, ils les posent un peu n'importe où. Ce que je souhaiterais, et appartenant aussi à un syndicat émeraude, c'est une proposition qui a été faite à notre président, c'est de dire ouvrons les déchetteries aussi à ces artisans et forçons les artisans à se faire payer leurs factures ou le solde de leurs factures en justifiant d'une attestation digne de ce nom, sous forme d'un CERFA. Je pense qu'on pourrait faire ça au niveau national.
Alors ce ne seront peut-être pas forcément les déchets de la personne, la bonne personne, parce qu'on ne va pas non plus les marquer, mais néanmoins, ça serait quand même un bon début. Et pour ouvrir ces déchetteries, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, on est dans une partie concurrentielle avec le secteur des décharges en règle générale, puisque c'est une activité commerciale. Mais je pense qu'on pourrait aussi mettre en place cette solution. Et alors après, dans le cadre de notre gestion, il faudra aussi ouvrir, soumettre à TVA. Vous voyez, il y a encore un impact fiscal qui joue, donc soumettre à TVA le dépôt de ces déchets dans nos déchetteries. Et donc ça se fait tout simplement en mixant plusieurs activités au sein d'un syndicat. Donc ça fait partie, vous avez vu que pour en revenir au pouvoir de police du maire, qu'aujourd'hui les maires sont confrontés à un certain nombre de problèmes et ils ne sont pas reconnus. Et ça c'est vraiment un gros souci, et ils ne sont pas soutenus non plus. Quand je dis soutenus, par les autorités judiciaires. Le nombre de plaintes qui sont déposées chaque année et qui ne sont pas instruites sont quand même très nombreuses. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'instruire aujourd'hui, vous savez que les tribunaux sont quand même sont très engorgés, c'est très compliqué, ça prend du temps, et bien souvent, malheureusement, un grand nombre de plaintes ne vont pas au bout du bout. Donc je me suis entretenu la semaine dernière avec le procureur du Val d'Oise et madame la présidente du tribunal de grande instance pour essayer justement de coordonner un peu plus d'actions et de travailler en soutien entre les uns et les autres. Et je crois que nous avons été entendus et nous allons pouvoir dès l'an prochain travailler sur ce genre de procédure pour mieux protéger toujours les maires dans l'exercice de leur mandat. C'est un point important. Est-ce que les maires n'ont pas besoin également de plus d'autonomie ? On a vu par exemple le maire en Bretagne qui voulait voter une loi contre les produits phytosanitaires, il n'a pas été suivi, mais un autre maire dans un autre département a lui par contre été suivi par la justice et il a pu le faire. Dans les Hauts-de-Seine notamment avec la ville de Gennevilliers. Alors comment ça peut se faire également pour vous dans le Val d'Oise ? Alors écoutez, dans le Val d'Oise comme dans les autres départements d'Île-de-France, nous travaillons à une charte de bon voisinage entre les agriculteurs, les habitants, les élus locaux, pour essayer de trouver un consensus et d'apaiser un petit peu la problématique rencontrée dans un souci du bien vivre ensemble. Et on cherche, par la mise en place de cette charte, à favoriser le dialogue entre les uns et les autres, et surtout à répondre aux enjeux de santé publique. Puisque les agriculteurs sont une force vive de notre pays. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Il faut surtout ne pas jeter la pierre vers les agriculteurs. C'est le grenier de la France. Hein, ce sont eux qui nourrissent au quotidien les uns et les autres. Donc il ne faut surtout pas monter les agriculteurs contre les habitants. Néanmoins, on doit pouvoir mettre en place des solutions qui permettent aux uns et aux autres de bien vivre ensemble. Alors vous avez donné des exemples pour l'ensemble des maires de procédures d'amélioration. Est-ce que justement ce projet de loi qui va être voté, on espère, dans les prochains mois, va remettre le maire vraiment au cœur de la ville ? Est-ce que vous allez avoir plus d'autonomie entre les intercommunalités et vous ? Parce que là aussi, il y avait des sujets de tension. Oui, il y avait des sujets de tension, mais néanmoins... je vais parler... Parce que finalement, est-ce qu'on est content d'avoir l'intercommunalité ou est-ce qu'on en revient ? Alors c'est un vague sujet, de toute façon c'était une volonté de la loi de décentralisation, donc obligatoire en 1999, d'avoir nommé ces intercommunalités qui sont de plusieurs niveaux, les communautés de communes, dont je parle pour le Val d'Oise notamment, et les communautés d'agglomération. Nous avons 10 EPCI, on appelle ça des établissements publics de coopération intercommunale. Nous en avons 10 sur le territoire du Val d'Oise. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Néanmoins, je pense que l'État a voulu aller un peu vite, là encore, puisque nous avions, en 2016, nous avons été obligés de fusionner certaines communautés d'agglomération en communautés de communes pour grossir, alors que nous étions en phase de rodage les uns avec les autres. Ça fonctionnait plutôt très très bien. Et le fait d'avoir fusionné au 1er janvier 2016 pour monter en gamme, je rappellerai que c'est une communauté d'agglomération, c'est au moins 200 000 habitants. Et pour se retrouver à 200 000 habitants, à un certain nombre de communes, je vais parler de Plaine-Vallée où nous sommes 18 communes au jour d'aujourd'hui, venant de 3 territoires différents, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, ça doit pouvoir se faire en bonne intelligence, et ce, quels que soient aussi les partis politiques engagés, si tant est qu'il en existe encore à ce jour.
soyons très très clairs. Non, non, mais il faut dire les choses. Et tant mieux d'ailleurs, je pense qu'il faut tous aller dans le sens de l'intérêt général. Donc oui, nous travaillons ensemble. Ça pose des problèmes sur un certain nombre de compétences, puisque nous n'avions pas les mêmes. Donc il faut, à un instant T, pouvoir les mutualiser à nouveau. Et c'est très compliqué au niveau administratif, je ne vous le cache pas. Mais néanmoins, effectivement, pour en revenir à cette loi engagement et proximité, renforcer le pouvoir des maires, c'est une chose, et notamment aussi sur différents aspects, les pouvoirs de police, plus coercitifs, je vous l'ai dit, avec la mise en place d'amendes administratives qui nous permettra d'améliorer l'information sur notamment les établissements qui reçoivent du public, qui sont parfois, ces établissements recevant du public ne sont pas aux normes, donc de pouvoir nous les faire fermer beaucoup plus simple et de mettre en place une amende journalière qui peut être jusqu'à 500 €. Comme pour les débits de boissons. Les débits de boissons, on souhaiterait que le préfet puisse nous déléguer un certain nombre de compétences. Donc ça, c'est à l'étude au Sénat notamment, pour nous permettre effectivement d'avancer plus vite. Oui, parce qu'il n'y a que vous qui êtes au courant de ce qui se passe vraiment dans vos villes. Nous sommes des élus de proximité et de terrain. Alors changeons de sujet si vous voulez bien, Daniel Fargeot. Parlons un petit peu de la réorganisation de la DGFiP. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Alors, la DGFiP, qu'est-ce que c'est déjà, hein? C'est la Direction Générale des Finances Publiques. La DGFiP, aujourd'hui, est articulée d'une certaine façon, et M. Darmanin, notre ministre, a souhaité, au 1er juillet, refondre l'organisation de toutes les finances publiques au niveau national, et nous a demandé de concerter l'ensemble des élus locaux et des partenaires entre le mois de juillet et le mois d'août, qui est une période, évidemment... Tout le monde est là. Tout le monde est présent, et c'était très facile pour nous d'être sur le terrain et d'être aux côtés des acteurs que sont l'État. Donc là, vous ironisez un petit peu, j'imagine. Oui, bien évidemment, puisque c'était beaucoup de travail en peu de temps. Et le but est de travailler avec la directrice départementale des finances publiques, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations, puisqu'elle-même a une lettre de mission de la part de son ministre. Et le but est de revoir à la baisse le nombre d'agents des services financiers au niveau national, de diminuer de 5 à 6 000 emplois, quand même, il faut le savoir. Et pour ce faire, il faut aussi tenir compte que nous avons, bien évidemment, nous sommes face aujourd'hui aux nouvelles technologies. Chacun doit pouvoir avoir accès à son compte fiscal en ligne, mais néanmoins, vous savez, pour faire vos déclarations d'impôts, pour payer tout ce que vous avez à payer, et Dieu sait si nous avons des sommes importantes les uns et les autres. Donc tout cela se fait en ligne, soit par Internet, soit sur votre smartphone, mais néanmoins, il existe encore des populations dans certains secteurs, que ce soit quartier ou même en zone rurale, qui n'ont pas la possibilité, pour x, y raison, puisque le réseau, le débit ne le permet pas, ou les gens ne savent pas. Ou leur capacité de leur âge est trop... Exactement. Voilà, donc il est bien souvent, ces personnes aller vers les trésoreries, mais les trésoreries vont fermer progressivement. Vous voulez dire que les unes après les autres oui, vont fermer. Il en restera combien dans le Val d'Oise, par exemple? Mais écoutez, pour le moment, on ne le sait pas trop encore, mais il en restera 3 ou 4. C'est tout. C'est tout. Donc, et surtout des trésoreries qui appartiennent à l'État, dont ils sont propriétaires des murs en priorité. Mais bon, écoutez, c'est la mission qui a été confiée à l'ensemble des directeurs départementaux des finances publiques. Nous travaillons de concert avec eux pour essayer de mailler le territoire de telle sorte que nous puissions aussi avoir, bien sûr, ce régime de proximité. Et puis pouvoir y accéder facilement, j'imagine. Il faut des transports en commun, parce que c'est ça le plus compliqué. Alors, il y a une solution qui va être mise en œuvre avec des corners comme la Française des Jeux dans les tabacs. Vous avez aussi la Poste qui commence à avoir des corners dans des services de proximité, dans certains commerces. La DGFiP, les finances publiques, va pouvoir aussi s'atteler auprès des débitants de tabac pour effectivement vendre un peu leurs services, et le débitant pourra avoir effectivement au sein de son commerce un point contact pour permettre aux gens d'aller payer leurs impôts, leurs amendes, etc., chez les buralistes. Donc ça, c'est un plus, puisque ça sera quand même beaucoup plus facile. Il y a une plage horaire qui est relativement large, donc c'est une bonne chose. Et en ce qui concerne les élus locaux, j'en terminerai là, nous allons avoir des conseillers aux décideurs locaux. Dans les EPCI, on parlait d'intercommunalité tout à l'heure, ces agents vont siéger dans nos EPCI
pour permettre ce conseil auprès des élus locaux qui travaillent de pair et en phase avec la DGFiP. Alors concrètement, cette mise en route commence quand et ça 1er janvier 2020. Et ça va s'échelonner sur toute l'année, j'imagine? Oui, sur plusieurs années, puisque ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Merci Daniel Fargeau. Alors dernier point, c'était la mise en œuvre des maisons France Service en Val d'Oise. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, les maisons France Service, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau dispositif. Il existait jusqu'alors des maisons, des MSAP, on appelait ça, des maisons de service au public. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau réseau, Maison France Service, qui est souhaité par le Premier ministre également. Là, pareil, il a fallu qu'on concerte au mois de juillet et au mois d'août les différents partenaires. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous voyez, on pense toujours que les élus sont en vacances et il ne travaillent que très peu de temps dans l'année. C'est faux. Mais je tenais quand même à le préciser. Alors, ces maisons France Service, aujourd'hui, c'est une réorganisation aussi de au moins 9 acteurs. Alors, je vais en citer quelques-uns, que ce soit la CAF, la CNAV, que ce soit le Pôle emploi, que ce sont les mutuelles agricoles, les services de l'État, on parlait de la DGFiP et le ministère aussi de l'Intérieur. C'est de regrouper sur un certain nombre de points, au moins une maison France Service sera labellisée à horizon 2022. Nous en avons 3 à ce jour, au 1er janvier 2020 qui démarre. L'État veut en mettre non plus 300 comme c'était prévu au mois d'août, mais 460 au niveau national. Dans toute la France? Dans toute la France. Et au moins, à minima, une par canton. Nous avons 21 cantons dans le Val d'Oise, donc à minima 21 maisons France Service. Alors ces maisons France Service peuvent être aussi être labellisées avec notre acteur principal qui est la Poste, puisque bien souvent ces maisons servait à recueillir au sein des bureaux de poste un certain nombre de propositions pour la CAF, etc. Ça existait déjà, sauf que là, il en faudra au moins un minimum 9, avec 2 agents permanents, pour 24 heures à minima par semaine, pour permettre justement de faire le lien, là encore, avec les différents acteurs que je viens de vous citer des services publics. Merci beaucoup Daniel Fargeau pour tout ce tour d'horizon des services publics. Je vois qu'effectivement, en tant que président de l'Union des maires du Val d'Oise, vous ne chômez pas. On va changer de sujet dans quelques minutes avec Romain Souillard. Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. On change de sujet. Romain Souillard, vous êtes le cofondateur d'Embarque, une société de portage que vous avez créée en 2017. Alors, vous étiez déjà dans ce secteur. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette... Combien êtes-vous pour créer cette société? Comment l'avez-vous financée? Alors, Embarque, c'est une société qu'on a créée avec Clément Escandre, qui est l'associé historique d'Embarque, avec qui on avait commencé des projets entrepreneuriaux. Parce que déjà, pourquoi le portage, pourquoi le monde freelance, pourquoi tout ça? C'est parce que nous, on a été malheureux en CDI. On a été plus moi que Clément, on a ressenti une certaine lassitude dans les métiers de cadre et cadre moyen. On sortait d'école de commerce, on s'est rencontrés là-bas. Et c'est vrai que, je parle pour ma paroisse, c'est vrai qu'on a eu un petit peu de lassitude. C'est-à-dire que vous aviez quoi? Ça veut dire quoi la lassitude quand on est un jeune travailleur? En fait, on s'ennuie, on n'a pas assez de choses à faire, on a trop de travail au contraire? On s'ennuie. On est parfois entouré de gens qui sont débordés pour pas grand-chose, parce que si on nous apprend à travailler beaucoup au kilomètre, et puis après on tombe dans des sociétés qui sont un petit peu vieillissantes, où effectivement on s'ennuie. Les gens sont débordés jusqu'à 18h, moi à 13h c'était fini, quoi. Je pouvais plier les bagages et rentrer chez moi. Et le boulot était très bien fait. Le fait est que à un moment donné, ça et ce misérabilisme qu'on demande aux jeunes. Les jeunes, on leur demande maintenant d'avoir un master, de parler anglais, d'avoir des expériences à l'international. Et le truc, c'est qu'après, on leur dit, tu vas gagner 2 000 € par mois. Ça fait pas beaucoup par rapport à celui qui est juste au-dessus de moi, qui n'a pas le diplôme, qui a un peu d'expérience, qui fait beaucoup d'erreurs, qui travaille peut-être pas très bien et qui gagne 3 à 4 fois ce que je gagne. Donc là, à un moment donné, on dit stop, faut arrêter. Et je me suis dit, je sais pas si j'ai du talent, si j'ai quoi que ce soit, mais en tout cas, je vais me lancer. Je vais faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, on commence le benchmark. On regarde autour de soi. Et autour de soi, alors moi, j'ai participé à des travaux de commissariat aux comptes, j'étais dans la banque. On regarde qu'il y a plein de services qui sont hyper intéressants et très, très importants, mais pas sexy du tout. Donc, et on a remarqué que l'accompagnement des freelances, les freelances c'est quand même la jeune génération, c'est quelque chose de sexy, tout l'accompagnement des freelances sur le portage salarial était absolument pas sexy. Il y a des boîtes qui se disent digitales, qui se disent
tout et n'importe quoi et qui balance une salve de fichiers Excel à la fin du mois. Donc ça, c'est pas entendable. On a fait un beau benchmark et on a remarqué que par rapport à cette discipline, le portage salarial, qui est quand même une belle discipline parce que ça permet de déprécariser un statut d'auto-entrepreneur, de freelance qui est plutôt précarisant. Et c'est une belle discipline, mais qui était accompagnée par des gens qui étaient là soit par l'appât du gain, donc le portage salarial, ça peut être une manne financière, soit parce qu'ils se sont retrouvés là par un grand hasard. Donc on a décidé, comme beaucoup de startups aujourd'hui, de dépoussiérer un peu le portage salarial avec un vent nouveau dans la façon d'appréhender le commerce, dans la façon d'appréhender la relation client, dans la façon de mettre en place des outils de nos âges, et ça permet un beau succès actuellement avec bientôt 350 consultants, et puis on va bientôt rentrer dans le top 10 des sociétés de portage. Alors félicitations, parce qu'en 2 ans, c'est un beau travail. Vous avez signé la charte éthique des entrepreneurs bienveillants. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette charte-là, c'était important, parce qu'à partir du moment où on a commencé l'entrepreneuriat, et Embark n'était pas notre coup d'essai, et oui, on a échoué. Ça, c'est terrible pour un Français de dire ça, j'ai échoué. Mais finalement, c'est hyper important, parce qu'entrepreneur, ça ne s'apprend que sur le tas. Et ça, c'est important de le savoir. Confier une levée de fonds, comme on le voit, de 10-15 millions à des gens qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui n'ont jamais eu ne serait-ce qu'un embêtement avec l'URSSAF, avec le fisc, c'est une folie. Et ça, c'est l'entrepreneuriat actuel. Les jeunes veulent lever des fonds, mais pas être entrepreneurs. Et c'est vrai que nous, au-delà de ne pas lever des fonds, on voulait être bienveillants. Parce que je pense qu'avant l'entrepreneuriat, on a toujours essayé d'être des mecs bien, d'être bien sous tout rapport, essayer de faire les choses honnêtement. Et on a décidé de rentrer dans le portage par cette porte-là, au moment où il y avait quelques remarques sur les pratiques, des pratiques pas toujours très élégantes, parce que autant on est des hommes du fond, on a su analyser les chiffres, il y a eu des choses qui se faisaient qui sont vraiment discutables, et d'ailleurs il y a une suspicion de fraude sur le portage qui est en ce moment en cours d'investigation. Oui, en ce moment il y a des sociétés qui sont, enfin il y en a plusieurs même ensemble, absolument, qui sont attaquées à cause de ça. Exactement, parce que le but d'une société de portage, c'est pas compliqué, c'est une société qui va facturer à la place d'un freelance. C'est-à-dire que vous allez facturer le client du freelance en question. Exactement, et on va transformer cette facturation-là en bulletin de salaire. Et ça, dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD. Ce qui lui permet alors il va cotiser beaucoup plus, mais ça va l'ouvrir à tous les droits généraux. Il va cotiser pour tous les droits généraux, ce qui va lui permettre une retraite. On en parle. D'avoir le chômage aussi. Le chômage, la prévoyance, la mutuelle, l'assurance sur son lieu de travail. Et ça, c'est très important, parce qu'aucun d'autre statut ne permettrait aux freelances d'avoir tous ces avantages-là. Alors, le risque pour vous, finalement, c'est les risques de discussion, principalement avec l'URSSAF. Est-ce que c'est facile, le contact avec l'URSSAF? C'est une bonne question. On va dire que les rapports sont bons parce qu'on travaille bien, quoi qu'il arrive. Embark fait partie des sociétés où on est les jeunes entrepreneurs qui vont voir les gens. Comment ça marche? Êtes-vous sûr? On demande rescrit sur rescrit pour être bien dans le cadre. Alors, c'est vrai que notre offre, elle est éthique, bienveillante, ça c'est important. Donc la marge qu'on prend est la seule, il n'y a pas de marge cachée chez Embark. Alors combien vous prenez? On va le dire tout de suite. On prend entre 6 et 8% de frais de portage, ça dépend de l'offre. On n'a que 2 offres, et ce qui permet d'avoir, comme toute start-up, un modèle unique sur lequel on peut foncer. Donc il y a une première offre à 7-8% et la deuxième? Il y a une première offre à 6%, et une deuxième à 8%. Voilà, donc on a le choix si on vient chez vous entre les 2 offres avec des services différents, j'imagine. Exactement, avec l'avance de trésorerie pour un freelance, parce que le freelance, quand il rentre en freelance, il oublie qu'il y a les délais de paiement client, et ça peut être une sacrée surprise. Donc nous, on avance, on sert de tampon, on avance les fonds. Donc ça fait partie des 2 offres. Et effectivement, dans les offres, il n'y a pas de marge arrière, il n'y a pas de frais cachés, on a les technologies pour le prouver. Quand vous faites une demande de simulation chez Embark. Parce que c'est compliqué maintenant de faire une feuille de paye, je ne sais pas combien de lignes, ça, moi je suis pas comptable, mais je veux dire, il faut oublier pour chaque profession, c'est chaque collective, comment ça s'appelle, réglementation collective, les lignes sont différentes, les conventions collectives, donc en fait vous devez connaître chaque convention. Alors non, parce que maintenant il y a une convention collective du portage depuis 2017, ce qui nous permet d'éviter d'être sous Syntec qui était absolument pas adapté. Et là, ça nous permet d'harmoniser. Et pour le coup, c'est vrai que, par contre, en France, un bulletin de paye, par rapport à mes expériences à l'étranger, c'est une folie. Quand on voit le nombre de lignes, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de simplifier depuis janvier, parce qu'effectivement, nous, à l'entrée du consultant, on fait quand même un bulletin de paye détaillé avec nos outils de simulation qui sont câblés avec nos outils de paye, pour qu'il n'y ait pas de différence.
Donc c'est fini les simulations qui sont magnifiques et les bulletins de paye qui sont horribles. Et il n'y a pas de différence. Et pour le coup, le consultant voit tout ce qu'il cotise. Alors, effectivement, ça lui fait vraiment bizarre par rapport au régime freelance où il cotisait 27%. Là, on passe quasiment au double. Mais il a tous les avantages du régime général et du régime de cotisation général. Voilà. Donc finalement, rappelez-nous les taux de cotisation pour que les auditeurs comprennent. Alors, donc si on gagne, on va prendre un chiffre rond, prenez un chiffre rond et dites-nous un peu ce que vous enlevez sur quelqu'un qui serait par exemple en freelance et qui voudrait vous rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut en moyenne compter comme charge? Alors on va prendre un chiffre rond. On va prendre 10 000 €, c'est une moyenne qui est facturée par les consultants indépendants. Sur 10 000 €, à la fin du mois, hors prélèvement à la source, parce que c'est aussi la société de portage qui s'en occupe depuis le 1er janvier, il lui restera 5 000 net dans sa poche. Voilà, donc quelqu'un qui facture 10 000 €, il faut compter 5 000 € de charges et d'impôts, puisque vous payez les impôts pour eux. Exactement. Non, il y a le prélèvement à la source dont on s'occupe. Et maintenant, on est un partenaire privilégié pour payer les cotisations, donc le déclarer à toutes les caisses, mais aussi payer ses impôts et revoir avec lui ses taux et puis avoir l'offre adaptée à son besoin. Donc c'est ça aussi le portage salarial, c'est se dégager de toutes ces obligations contractuelles. Alors effectivement, le consultant qui était en freelance, qui passe demain dans le portage salarial, il va dire « Oh là là, c'est très très cher », mais finalement, il oublie tous les services qu'il va pouvoir avoir, que ça va lui ouvrir. Et sa couverture sociale. Exactement. Donc on paye plus, on a plus d'avantages. Et finalement, dans la vie, c'est toujours un peu comme ça. Alors Embark, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une société que vous avez créée à deux. Finalement, actuellement, quels sont vos besoins à tous les deux, puisque vous avez tout fait en autofinancement? Est-ce que comment faire pour vous développer? Donc quels sont est-ce que c'est financier? Est-ce que vous allez faire entrer de nouveaux actionnaires, faire des levées de fonds? Non, pour le coup, on a décidé de faire de l'entrepreneuriat à l'ancienne. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord et après, on verra s'il y a besoin de fonds. Parce que je le disais, il y a une mode maintenant, c'est de lever des sommes faramineuses et puis de se planter. Parce que les gens n'ont jamais eu de fonds, n'ont jamais su dépenser 1 €. C'était pas leur métier. Entrepreneur, ça s'apprend. Donc maintenant, nous, on sait le faire. Par contre, on a eu un petit succès, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de fonds, des moyens raisonnables pour ouvrir un petit peu ouvrir un peu les vannes et puis se développer. On a un beau succès à Paris, ça c'est évident, un beau succès à Lille. On a ouvert du coup un bureau à Marseille aussi, là en août, qui est développé par Clément Escande. Il y a un bureau à Lille qui va ouvrir. Donc on va essayer de régionaliser l'approche et puis de faire ça logiquement avec les fonds en interne. Il n'est pas dit qu'un jour on ne lève pas de fonds, mais actuellement c'est absolument pas le Donc pour vous développer comme vous faites ville par ville, finalement, comment vous faites-vous connaître? Qu'est-ce que vous avez choisi comme moyen de communication ou marketing pour vous faire connaître? Alors, IDFM, c'est vrai. Et le bar de l'économie, qui nous permet une promotion. Mais par contre, après, on a communiqué de façon logique. Au départ, on commence, parce que ça a été le début, on va voir les gens. Donc on se déplace chez les partenaires, on se fait connaître. Et puis après, ça a été un petit peu de numérique, c'est-à-dire remonter, faire du Google Analytics pour justement remonter un petit peu dans les sondages et puis être plus quand on tape portage salarial, exactement plutôt en haut de la page. Et bon, après ça a été plusieurs éléments, faire quelques articles aussi, et puis faire bien notre travail, parce que finalement on oublie beaucoup de choses, mais le premier moyen de publicité, c'est la satisfaction des consultants. On a commencé avec un consultant, puis 3, puis 9, puis ça a été assez exponentiel et ça nous a permis juste cette bonne recommandation maintenant d'avoir une belle évolution. Alors j'imagine qu'il y a des secteurs plus consommateurs que d'autres en freelance, donc est-ce que dans ces cas-là vous allez voir des grandes entreprises qui pourraient être intéressées par vos services? Est-ce que ça c'est aussi un moyen de se développer? Évidemment, on a tout essayé et on a vu ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et finalement, les premiers consommateurs de portage, c'est ceux qui ont le premier contact avec ces freelances. Ces freelances maintenant ont des sociétés de recrutement qui recrutent des freelances. Des sociétés de recrutement qui recrutent des managers de transition. Ces gens-là, ils ont contact directement. Et maintenant, nous, on se rapproche de ces sociétés-là pour dire
bon, vous avez vu, on marche bien, vous avez vu le contexte, on a même créé un label zéro frais caché en partenariat avec la FEDEPS, la Fédération éthique des sociétés de portage salarial, pour prouver qu'on veut bien bosser. Et ces gens-là, parce qu'on est déterminés, et c'est vrai qu'avoir une mission, être animé par une mission, les gens le voient tout de suite. J'étais pas là pour rigoler, quand on allait en rendez-vous client, on était là pour faire quelque chose. Et on les a convaincus, et maintenant ils travaillent avec nous, et on essaye d'être digne de leur confiance. Et c'est comme ça qu'on se développe en région, à Paris, si on allait voir les partenaires. On en voit les partenaires et puis en se faisant connaître auprès des futurs freelances, j'imagine. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on fait les soirées du capitaine. Donc chez Embarque, c'est vrai qu'il y avait aussi des sujets. C'est que demain, une société de portage, aujourd'hui, c'est une boîte à délivrer du bulletin de salaire et des services. Mais demain, vu l'évolution des freelances, qui est une évolution, on en avait parlé lors de la dernière émission, oui, vous étiez venu nous voir au mois d'octobre. Bien sûr, et il y a quasiment 30% de plus de freelance par an. Parce que c'est social, c'est sociétal plutôt, parce que c'est économique. Et donc ces gens-là, un jour, la question c'est de se poser, ils vont tous être regroupés dans des sociétés qui ressemblent étrangement à des sociétés de portage. Donc il va falloir s'occuper peut-être de la crèche, de la formation, il va falloir s'occuper ils vont aller boire des bières avec qui le jeudi. Donc c'est des vraies questions. Donc retrouver un organe de cohésion dans un monde freelance où on navigue quand même dans une certaine solitude. Voilà, c'est ça, absolument. Merci beaucoup en tout cas Romain Soulière d'avoir fait le tour du portage salarial, car c'est quand même c'est l'avenir finalement pour beaucoup de jeunes qui le souhaitent. Est-ce que les sociétés de type grande entreprise commencent à bouger et acceptent d'avoir de plus en plus de freelance finalement? Ben oui, parce qu'ils n'ont plus le choix. Et ils s'en seraient bien, passés, mais maintenant, ils veulent plus du recrutement, ils veulent des talents. Et les talents, pour les avoir, on va dire que peu importe qu'ils soient en portage, en CDI, en quoi que ce soit, ils n'ont plus le choix. Merci à tous les deux pour votre présence en studio. On va tout de suite rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui interviewe Sophie Bessis, journaliste historienne franco-tunisienne. Elle vient de publier un livre qui s'appelle « Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours ». Vous le trouverez aux éditions Thaïlandais. Et la question qui lui est posée, c'est « Le découpage du Maghreb reprend-il les cadres de l'histoire européenne ?» Malheureusement, vous ne pourrez pas suivre cet enregistrement d'interview sur Facebook. Je vous propose de le suivre en web radio sur internet, donc idfm98.fr ou bien sûr en FM 98.0. En tout cas, demain vous serez avec Dominique Flora. Moi je vous retrouve dès lundi et vendredi vous serez avec Jacqueline Voraz. Très belle fin de semaine à vous tous. L'invitée aujourd'hui est Sophie Bessis, journaliste, historienne.